Mais où va le monde et à quoi ressemblera demain, ici à Genève, Paris ou Moscou? Ces questions existentielles, normalement réservées à l'adolescence, eh bien nous les posons tous et toutes aujourd'hui, face notamment à la guerre en Ukraine, qui semble rompre l'équilibre de notre planète. Va-t-elle d'ailleurs bientôt prendre fin, cette guerre menée par la Russie, ou au contraire s'étendre, et à quel prix? Par qui, par quoi passerait d'ailleurs une nouvelle stabilité mondiale, et qui en seront les leaders? Les États-Unis, la Chine, l'Europe, pourquoi pas? Et quelle place pour la Suisse dans ce futur ordre ou désordre mondial? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point avec deux éminents spécialistes des relations internationales. J'ai nommé Jean-Pierre Raffarin et Micheline Calmiret, respectivement ancien Premier ministre des Français et ancienne présidente de la Confédération. Bienvenue à eux et bienvenue à vous toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue donc à nos invités. Ce soir, en duplex et autour de cette table, le grand honneur de recevoir Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Monsieur le Premier ministre, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, vous êtes une figure de la politique française, de centre droit. Vous avez soutenu la réélection du président Emmanuel Macron dans le parti Horizon d'Édouard Philippe. Choisir un chef, c'est d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage, paru l'an passé aux éditions Robert Laffont, et consacré au leadership en politique nationale et internationale. Vous êtes d'ailleurs ici à Genève pour relocaliser votre fondation Leader pour la paix, pour laquelle œuvrent d'ailleurs d'anciens officiels russes, chinois, américains, notamment Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Anthony Blinken, jusqu'à ce qu'il revienne aux affaires aux États-Unis, mais aussi Alexandre Orlov, l'ancien ambassadeur de Russie en France. Micheline Calmiret, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Madame la Présidente de la Confédération, 2 fois présidente et 8 ans ministre des Affaires étrangères. Vous avez été au cœur de nombreuses crises internationales, iraniennes notamment. Vous avez œuvré aussi activement à la création du Kosovo suite à la guerre des Balkans et présidé le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Et vous avez publié l'an passé Pour une neutralité active de la Suisse à l'Europe, préfacé par l'ancien président français socialiste, lui comme vous, François Hollande. Voir ce que ça signifie encore ce soir, le socialisme en France, surtout. On en parlera au cours de cette émission. Et enfin, Philippe Val, bonsoir. Bonsoir Laetitia. À distance de Paris, une fois n'est pas coutume, Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Vous êtes romancier et essayiste très prolixe aussi. Et vous vous êtes aussi largement préoccupé des questions de guerre et de paix en Europe, notamment des questions auxquelles vous faites la part belle dans votre dernier ouvrage, un dictionnaire philosophique qui vient de paraître aux éditions L'Observatoire. Et justement, alors je m'adresse à vous, Jean-Pierre Raffarin, cette guerre en Ukraine qui touche le continent européen, quand et comment va-t-elle finir? Hélas, je n'en sais rien. Et moi non plus, je dis d'entrée de cause. Non, on ne peut rien dire sur ces sujets. D'abord, merci de m'inviter. Je suis très heureux de parler avec Madame la Présidente et avec Philippe Val sur ces sujets qui sont importants, de frotter un peu nos cervelles pour justement essayer d'y voir plus clair. Donc, personne ne peut rien dire aujourd'hui sur la durée. Ce qu'on voit, c'est que, au fond, le schéma tel qu'il avait été présenté par M. Poutine ne se réalise pas. L'armée russe a beaucoup plus de difficultés, il y a même des échecs importants. Donc, il y a un certain nombre de problèmes du côté opérationnel russe. On voit que, d'autre part, les Américains et les Européens soutiennent plus efficacement qu'ils ne le pensaient peut-être la défense ukrainienne. Donc, tout ça pourrait durer. Mais cependant, je pense qu'il sera sans doute difficile au président Poutine d'enregistrer plusieurs échecs difficiles. Et donc, il y a un moment où il faudra bien trouver, pour les uns ou pour les autres, une sortie de crise. Mais est-ce que ça pourrait pas justement créer une surenchère? On parle beaucoup, notamment dans l'opinion russe, enfin dans les médias russes officiels, de menaces nucléaires de plus en plus présentes, du côté de l'OTAN aussi. On sait qu'il y a une rétorque de faible intensité, mais nucléaire aussi, qui est prévue au cas où. Ça risque pas justement de générer davantage de menaces aujourd'hui, le fait que la Russie s'enlise? Micheline Calmiret. Bon, la stratégie originelle de l'OTAN et des Occidentaux était de limiter la guerre au territoire ukrainien. Ça veut dire on aide l'Ukraine, mais on ne veut pas devenir co-belligérant, on ne veut pas prendre parti, on ne veut pas risquer une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale. Donc, on limite la guerre au territoire ukrainien. Aujourd'hui, il y a quand même
un certain nombre de lignes de fracture quant à cette volonté de limiter la guerre au territoire ukrainien. Comme vous le dites justement, il y a un certain nombre de... On a comme l'impression que d'un côté comme de l'autre, du côté de la Russie comme du côté de l'Ukraine, on a envie d'aller une envie de jusqu'au boutisme. Du côté de l'Ukraine, le président Zelensky dit très régulièrement écoutez, soit on gagne cette guerre, soit l'Occident va perdre l'Europe de l'Est. Et puis du côté des États-Unis, du côté des États-Unis, il y a une rhétorique verbale, et puis on livre à l'Ukraine des armes de plus en plus lourdes. Et du côté russe, quand Gazprom coupe le gaz à la Bulgarie et à la Pologne, eh bien, c'est un signal adressé à l'Allemagne, qui est un membre de l'OTAN. Et puis l'autre facteur qui est évidemment très significatif, c'est la volonté de la Finlande et peut-être de la Suède de vouloir adhérer à l'OTAN. Donc ça, pourrait être considéré par la Russie comme des actes de provocation et conduire à une escalade. Donc, pour répondre très clairement à votre question, moi je ne sais pas non plus comment ça va finir, mais je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette guerre dure et qu'elle va probablement durer. Et donc, ça pose un certain nombre de questions par rapport à l'effet des sanctions sur nos pays, sur les pays occidentaux, parce que les sanctions n'ont pas qu'un effet sur la Fédération de Russie, mais aussi un effet sur nos pays à nous. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pas à négliger quand même. Quand on parle d'une guerre qui dure, il faut que les opinions publiques suivent. On reviendra sur ce point essentiel. Mais justement sur l'escalade et le fait que l'Europe, justement, prépare-t-elle réellement assez bien la désescalade, avec notamment le fait que l'extension de l'OTAN est prévue maintenant pour la Finlande, 1300 km de frontière avec la Russie, la Suède aussi. Philippe, selon vous, est-ce qu'on a le bon mode d'emploi aujourd'hui pour désescalader face à la Russie ? Non. Évidemment non, et on comprend la Finlande. La Finlande, en 1939, a déjà été envahie par l'armée rouge, et on ne s'en souvient peut-être pas bien, mais ce petit pays a repoussé l'armée rouge. Et d'ailleurs, ça l'a mis dans une situation ambiguë, parce qu'il s'est trouvé du côté des Allemands, alors qu'ils n'étaient pas nazis. Ils ont repoussé l'armée rouge, et il a fallu attendre 1947 pour qu'ils aient vraiment la garantie de leur indépendance au prix d'une neutralité qui était une soumission en réalité à la politique étrangère de l'Union soviétique, à ce qu'on a appelé la finlandisation. Ils ont très peur, ils ont raison d'avoir très peur, ils sont dans une zone tampon. Et le fait qu'ils veuillent rentrer dans l'OTAN est presque naturel, parce que la Finlande est un pays qui fait partie et de l'Union européenne et de la zone euro, et la plupart de ces pays sont dans l'OTAN. L'OTAN était, comme on disait, comme on l'a dit et répété plein de fois après Emmanuel Macron, en mort cérébrale, et c'est Poutine qui a réinventé l'OTAN et qui a réinventé l'expansion de l'OTAN. Ça n'existait pas sans Poutine, c'est lui qui l'a rajouté. Et avec Poutine, pour répondre à votre première question, on est dans une injonction contradictoire, et c'est pour ça que je suis d'accord avec M. Raffarin, pour dire on ne sait pas comment ça va se terminer. Parce qu'à la fois, on sait qu'il faut vaincre Poutine, mais on ne veut pas l'humilier parce qu'on a peur qu'il aille trop loin. Vaincre sans humilier, c'est extrêmement compliqué. Injonction contradictoire. Jean-Pierre Raffarin, justement, est-ce qu'on fait juste aujourd'hui face à Vladimir Poutine ? Est-ce que l'Occident a une attitude qui amène des solutions ou pas, selon vous ? Bon, d'abord, j'aime pas beaucoup le mot Occident dans cette guerre. C'est un nouveau mot, je préfère le démocratie. Le camp qui est attaqué, c'est le camp de la démocratie. Le Japon est avec nous. La Corée du Sud est avec nous. Donc, l'Occident, c'est beaucoup la domination américaine. La démocratie, c'est d'abord l'Union européenne, qui est la grande union des démocraties dans ce monde. Et nous avons une menace sur la démocratie ukrainienne directement. Donc, l'Occident, c'est un peu plus compliqué. Ne réduisons pas ça à l'Occident. Pour ce qui est de cette situation, pour nous, elle est sans doute en train de redistribuer un peu notre pensée de la sécurité à l'est de l'Europe. Parce que, au fond, le président de la République française avait parlé il y a 2 ans à la conférence d'ambassadeurs, il est nécessaire d'avoir une nouvelle architecture de confiance avec la Russie. Et on avait senti que Mme Merkel,
grosso modo, remettez la France à sa place, vous c'est le Sud, nous c'est l'Est. Et donc, on n'a pas beaucoup avancé pendant toute cette période. Mais il y avait quand même cette idée majeure que, grosso modo, la sécurité, suite à Helsinki, qui était cette grande réforme de 1975, cette conférence qui avait distribué les cartes et qui avait créé une certaine forme de sécurité, même si la Pologne s'est toujours sentie instable, même si les Pays-Baltes se sont toujours sentis instables. Mais il y avait cette idée, le mot est employé par Philippe Ball tout à l'heure, de zone tampon. Et donc, il y avait cette idée que entre l'Union et la Russie, il y avait un territoire qui, je ne dirais pas neutre, parce que neutre ici, ça signifie tellement de choses complexes que je ne veux pas. C'est la grande question d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Je préfère ce zone tampon. Or, là, on voit bien que la pression fait que le camp des démocraties se mobilise et qu'on ne peut pas demander aux Finlandais de ne pas aller vers l'Europe, et difficile à l'Europe de refuser les Finlandais. Mais, vous voyez, ça remet en cause notre sécurité à l'est de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous. Il y a la tragédie ukrainienne qui est très importante, mais il y a aussi le fait que Poutine fragilise considérablement, d'une part, la sécurité à l'est de l'Europe. Or, l'Europe ne sera pas puissante si elle a son problème de sécurité à l'Est. Ce qui fait qu'il y a un paradoxe Poutine. D'un côté, il recrée l'OTAN, comme Philippe Ball disait, mais il recrée aussi un peu l'Union européenne. J'étais à Bruxelles avant-hier, j'y vais tous les ans voir les commissaires, on fait ça. J'ai jamais vu une Europe, malgré l'environnement, aussi déterminée, aussi cohérente et avec autant de détermination. Poutine recrée l'Union européenne avec une certaine ambition, mais il crée notre problème majeur, qui est la sécurité de l'Europe. Et donc, dans ce contexte, ce qui est assez préoccupant, c'est qu'avec les échecs de l'armée russe, on ne voit pas les Russes gagner, on ne voit pas les Ukrainiens gagner avec toutes les destructions et toutes les morts qu'ils ont enregistrées dans cette guerre, on ne voit pas l'Union européenne gagner, puisque la question de la sécurité n'est pas réglée dans l'Europe. Seuls les Américains pourraient être éventuellement gagnants, ce qui est quand même un petit problème. Finalement, on voit que les Américains savent gagner les guerres à l'extérieur de leur territoire, ce qui, pour nous, quand même, pose un peu de problème. Donc, il nous faut une énergie européenne aujourd'hui. Justement, que les Américains gagnent cette guerre. C'est parce que nous pensons que l'Europe a besoin de sa souveraineté. L'Europe a besoin aujourd'hui, dans cette prise en tenaille, parce qu'il ne faut pas croire que l'Ukraine soit le sujet qui est le plus déterminant pour la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, aujourd'hui, elle est définie d'abord par la tension entre les Américains et la Chine. C'est cette tension-là qui gouverne actuellement le monde. Et l'Europe est prise en tenaille entre les deux, les Chinois ouvrant leur marché en fonction de nos positions, et donc ouvrant l'accès à la croissance en fonction de nos positions politiques, et les Américains faisant, avec l'extraterritorialité des lois, fermer nos usines en Iran, Peugeot, Total, et nous faisant avec, par exemple, le marché australien des sous-marins, un certain nombre de coups durs qui font qu'on sent bien la double pression. Donc, ce qui compte pour nous, c'est la souveraineté de l'Europe, et cette souveraineté de l'Europe, elle passe par la question de la sécurité à l'est de l'Europe. Et c'est pour ça qu'on est avec Poutine, là, dans un rapport de force, nous, Européens, très stratégique. Mais ça, c'est crucial, justement, ce redécoupage du monde en deux blocs, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui. Comment y échapper, d'ailleurs? Moi, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que du point de vue de la Suisse, vous posez la question de savoir pourquoi une victoire américaine serait un problème. Je pense parce qu'à contrario, elle démontre la faiblesse de l'Europe. Et malgré le fait que, évidemment, le président français prône la souveraineté européenne, on n'en est pas encore là, malheureusement. On peut le regretter, mais sur le numérique, on n'est pas encore là. Et si la guerre... on voit déjà apparaître aujourd'hui des tensions intra-européennes, des tensions on a vu des tensions entre l'Allemagne qui résiste quand même à un embargo sur le gaz, parce que ça mettrait son économie à genoux. En même temps, elle ne résiste pas au désir d'acheter des avions américains et un armement américain. Vous l'avez dit à juste titre, que cette guerre a réunifié l'Europe quelque part. Et elle a consolidé l'OTAN. Mais ces équilibres-là sont quand même très fragiles. Et c'est ce qui est inquiétant, vu depuis notre pays. Je veux dire, c'est ce qui est inquiétant de voir, c'est que ces équilibres sont très fragiles et que ces tensions risquent de s'aggraver avec une guerre longue. Donc je pense que
L'Europe, moi je dis les Occidentaux, parce qu'en réalité, on a vu lors du vote aux Nations Unies sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme que les grandes démocraties du Sud n'ont pas suivi, quoi. Je veux dire, le Brésil, l'Inde n'ont pas suivi. Et pour eux, cette guerre, c'est quelque chose, ils nous disent, oui, mais enfin, ne nous oubliez pas, il y a quand même d'autres points de tension dans le monde que cette guerre en Ukraine. Moi, je pense que la guerre en Ukraine est importante parce qu'une grande puissance, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, viole l'ordre international qui était basé sur le droit international, qui était basé sur le respect de la souveraineté territoriale des États. Et là, c'est vraiment une rupture fondamentale avec le droit international. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la faiblesse du multilatéralisme, la faiblesse démontrée des Nations Unies dans cette crise, la faiblesse démontrée de l'OSCE dans cette crise. Et véritablement, ça, c'est une rupture du droit international sur laquelle était basée notre sécurité sur le continent européen. Alors maintenant, la question se pose, évidemment, va remplacer par quoi ce multilatéralisme? Est-ce qu'il est réformable? Est-ce qu'on peut le consolider? Est-ce que le droit international peut redevenir la base d'un concept de sécurité sur le continent européen? Je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'OTAN, ce sont les États-Unis et qu'une architecture de sécurité européenne, elle doit passer par une discussion entre les États-Unis et la Fédération de Russie, sans oublier l'Europe. Mais l'Europe sera-t-elle capable d'émerger forte et unie? On peut le penser quand même, même si je partage l'inquiétude sur le multilatéralisme, qui est le vrai sujet. Parce qu'au fond, et on le voit pour la sécurité, mais on le voit pour le commerce, on voit la fragilisation de l'OMC. Et vous savez, l'Europe, pour la première fois, vient par exemple d'imposer en matière de commerciale la réciprocité. On vient de sortir des lois en très peu de temps sur le numérique pour faire payer les GAFA, sur la réciprocité. Maintenant, si les Chinois n'ont pas accès à nos marchés publics, sinon on n'a pas accès à leurs marchés publics. Donc on commence à voir avec cette idée de souveraineté européenne qui vient après le Covid, parce que finalement, le Covid a montré que finalement les réponses étaient assez continentales et plus globales. Autant la crise de 2008 a créé une sorte d'élan multilatéral avec le G20 au niveau des chefs d'État, etc., autant la crise de la pandémie nous a fait revenir aux États-puissances, nous a fait revenir sur un certain nombre de sujets assez nationaux ou de coopération géographique. Et là, je vois vraiment dans l'Union européenne, je suis très surpris. Voilà l'exemple du commissaire Breton sur les GAFA, sur les systèmes de réciprocité. On sort des lois en ce moment à une vitesse incroyable pour nous protéger aujourd'hui, mais c'est un peu contraire à l'OMC. C'est-à-dire que la Chine a ses règles et l'Europe est en train de mettre ses règles et qu'au fond, on est en train d'être dans un monde multipolaire avec chacun ses règles et c'est plus tout à fait le grand schéma multilatéral où l'Assemblée générale de l'ONU était l'arbitre général et où finalement on pensait globalisation des règles, et maintenant, on en est à chacun se protège. Et donc, le multilatéralisme est en cause. Oui, mais ça, c'est donc... Philippe Val, j'aimerais entendre Philippe qui demande la parole depuis un moment. Bien Justement, il n'y a pas que la Russie qui a mis son veto, évidemment, de fait à l'ONU. Il y a plus de 40 pays qui n'étaient pas d'accord. La paix, ça se négocie où aujourd'hui? Quelle instance, justement, quel lieu, quelle personnes, justement, et quels pays, plutôt, vont faire pression pour que la paix se négocie, si à l'ONU, ça ne se fait pas? Elle se négociera si le rapport de force est en faveur d'un des deux belligérants. Et nettement et définitivement. Elle ne se négociera pas autrement. Après, les négociateurs arriveront et seront efficaces. Mais avant, ça ne se fera pas parce que tout simplement, une fois de plus, les États vivent dans l'état de nature. La faiblesse de l'ONU, elle vient du fait que deux membres du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie, sont presque partie prenante. La Chine un peu en arrière, mais la Russie est partie prenante dans le conflit. Donc, elle n'a plus son rôle, en quelque sorte, d'arbitre international. Elle l'a perdu sans doute définitivement, par ailleurs. Et puis, quant à l'OTAN, je voudrais revenir une seconde sur l'OTAN. Les opinions dans nos démocraties ont quelque chose à dire là-dessus. Or, l'opinion en Finlande, c'est très intéressant. En janvier de cette année, un sondage disait que 28%
des Finlandais voulaient entrer dans l'OTAN. Aujourd'hui, ils sont 53%. Ça a doublé. Évidemment, les événements font changer les opinions, et les opinions, comme ce sont des pays démocratiques, ont une puissance politique. Alors voilà comment ça se passe. C'est aujourd'hui les démocraties. Je suis une fois de plus d'accord avec M. Raffarin. Plus que l'Occident, il faut parler des démocraties. Évidemment, les démocraties occidentales sont des démocraties plus anciennes, plus solides, plus structurées, on pourrait dire, qui fonctionnent mieux que la démocratie indienne et que la démocratie brésilienne, qui sont évidemment des démocraties, mais qui sont des démocraties comme celle d'un peu de Orban, ce qu'on pourrait dire avec un euphémisme, illibérales. Et il s'agit bien des démocraties libérales, précisons, qui sont attaquées par la Russie aujourd'hui à travers l'Ukraine. Et ça, je pense qu'on a du mal, nos opinions ont du mal à se rendre compte et à prendre conscience du danger que ça représente. Voilà. Mais ces opinions publiques, justement, il y a une inflation. Ouais, pardon. Je peux juste réagir. Réagissez, Micheline Généret. Par rapport à démocratie et Occident. Moi, j'utilise le terme Occident parce que démocratie, ça suppose une gouvernance intérieure. Et là, on voit évidemment, moi, je ne vais pas faire de différence entre démocratie libérale. À l'intérieur même de l'Union européenne, vous avez des démocraties dites illibérales. Donc, cette espèce d'idée de démocratie contre des autocraties, on la voit aussi battue en brèche par le fait que quand on recherche l'autonomie énergétique ou la moindre dépendance des énergies russes, on se tourne vers le Qatar, vers l'Arabie saoudite, etc. Donc, moi, je préfère ne pas parler de bagarre démocratie, autocratie, mais plutôt Occident, c'est-à-dire Europe, États-Unis. Plutôt que démocratie. Et Occident aussi, il y a des bagarres. On ne peut pas tout assumer dans l'Occident. Bien sûr. Mais ça, cette question, elle est très intéressante, Jean-Pierre Raffarin. Cette question, elle est très intéressante. Et moi, je préfère... Comment est-ce qu'on trie entre démocratie peut-être une promesse. Jean-Pierre Raffarin, comment est-ce qu'on trie entre démocratie et non-démocratie? Par exemple, il y a des cas comme la Pologne, la Hongrie même, qui sont sous sanction aujourd'hui parce qu'elles ne respectent pas les valeurs et les règlements européens. La Turquie est candidat justement à rentrer dans l'Union européenne. Comment est-ce qu'on distingue le monde des démocraties et celui des mondes des régimes autoritaires? Je pense que d'abord les démocraties doivent en effet mesurer qu'elles sont très fragilisées et que le front des démocraties devrait pouvoir se rassembler. Joe Biden avait annoncé dans sa campagne qu'il fallait faire un front des démocraties. Et je pense que nous avons à travailler sur les démocraties, mais pour pouvoir essayer d'avoir des bonnes pratiques. On ne parle pas, nous en France, par exemple, on parle très peu avec la démocratie israélienne, très peu avec la démocratie japonaise, qui sont très différentes de la nôtre. D'ailleurs, la démocratie allemande est très différente de la nôtre. Donc, les démocraties, on devrait pouvoir travailler, nous renforcer. C'est vrai qu'on n'a pas le même degré de démocratie, d'état de droit, donc on a un certain nombre de discussions, mais il faut qu'on crée ce mouvement parce que les régimes autoritaires sont en train d'expliquer partout que nous sommes un modèle finissant, parce que justement, l'influence de l'Occident, par ses erreurs passées, est en train de passer comme une influence déclinante. Le système démocratique reste un système d'avenir, pour peu qu'on sache aussi s'adapter. Donc notre grand chantier, c'est d'être aujourd'hui à la recherche d'un système qui est un système meilleur sur le plan démocratique. C'est pour ça qu'on regarde souvent la Suisse avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on estime que la Suisse est quand même une des démocraties les plus avancées. Donc, il faut chercher les bonnes pratiques et en fait, il faut défendre, c'est notre combat, les démocraties. Elles ne sont pas parfaites, mais dans les régimes autoritaires, on ne peut pas accepter que c'est le régime autoritaire qui peut être l'espoir pour des grands continents comme l'Afrique. Non, mais je veux dire, moi, je ne conteste pas ce que vous dites là-dessus, mais j'utilise le terme Occident comme un terme géopolitique, géographique. Et c'est vrai que l'argument de dire l'Occident est en déclin, c'est l'argument avancé par Moscou et Pékin. L'Occident, par l'Afrique aussi. Et ils ont eu une certaine influence. Cette rhétorique moscovite et chinoise ont eu une certaine influence sur pas mal de pays africains. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être inquiétant. Mais moi, je préfère utiliser le terme, parce que la question est vraiment maintenant. Est-ce que, véritablement, on a montré des signes de faiblesse, disons, du côté occidental? Est-ce que maintenant, comment faut-il faire pour
revitaliser, pour redonner sa place à cette partie du monde dans les grands équilibres qui vont se dessiner, hein, qui sont Chine, Russie, en face, États-Unis. Quel rôle pour nous? Quel rôle pour l'Europe? Et moi, je suis convaincue que l'Europe va pouvoir se renforcer, mais elle va pouvoir se renforcer avec une nouvelle architecture de sécurité et avec la Russie. Parce que sans la Russie, aux côtés de l'Europe, on sera quantité négligeable. Et donc, cette guerre, bon, on dit toujours que les guerres sont peut-être aussi, que les crises sont peut-être une opportunité. C'est une opportunité pour repenser l'architecture de sécurité sur le continent européen. Et moi, je vous l'ai dit, je pense vraiment que votre organisation, Leader pour la paix, a là un rôle à jouer dans la réflexion. Comment faire? Et ce qui m'inquiète dans le multilatéralisme, dans cette faiblesse du multilatéralisme, c'est qu'on voit apparaître maintenant de plus en plus de votes qui excluent la Russie de ces plateformes inclusives, que sont les Nations Unies, qu'est l'OSCE, que sont différentes organisations internationales. Comment voulez-vous inventer ou réfléchir à une nouvelle architecture de sécurité sur le continent européen? Comment voulez-vous mettre fin à cette guerre qui fait des millions, qui va faire des milliers de morts au fur et à mesure que les jours avancent? Et en plus, l'Occident n'a aucun intérêt à faire durer cette guerre. Donc, comment voulez-vous qu'on avance si on se coupe de toutes les voies de dialogue avec la Fédération de Russie? Et moi, je trouve que la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme et d'autres organisations internationales sont une faute, une erreur, et qu'il faut garder des canaux ouverts pour la discussion, parce que cette guerre se terminera et on sera en sécurité sur le continent européen que si on peut parler ensemble. Je suis d'accord sur le multilatéralisme. La force et la puissance, on va faire juste une petite pause. Je suis moins d'accord sur l'Occident, mais sur le multilatéralisme, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut que les gens soient autour de la table. Si les gens ne sont pas autour de la table, on n'a pas de solution. Alors, effectivement, nous, on est complètement d'accord, il faut qu'on se mette ensemble. Mais, on est complètement... La force, on va faire une petite pour autour de la table, pause. il faut abandonner quand même on va faire une toute... notre ethnocentrisme occidental. Oui. Parce que le monde n'est plus... N'est pas l'Occident. Il n'est plus conforme à cet ethnocentrisme qui nous paralyse. D'accord. Alors, on va l'être quand même un petit peu ethnocentriste pendant la deuxième partie, parce que la force et les écueils pour être fort en Europe, c'est par ça qu'on va recommencer la deuxième partie. Après cette petite pause, on se retrouve tout de suite. Le point de retour, les grands équilibres du monde aujourd'hui ébranlés, la guerre en Ukraine en est un symptôme, voire un moteur. On continue d'en discuter avec deux grands spécialistes des relations internationales, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin et Micheline Calmiret, ancienne présidente de la Confédération suisse. Et justement, aujourd'hui, les opinions publiques, on en parlait, sont déterminantes. Mais comment les maintenir? Comment les maintenir en alerte? Vous avez beaucoup travaillé sur la question. Votre fondation, justement, se préoccupe des opinions publiques. Aujourd'hui, avec une inflation qui peut atteindre 20% en Europe, en France, c'est du jamais vu depuis 1985, 4,8%. Comment est-ce qu'on maintient justement des opinions publiques derrière cet effort de guerre? Comment ne pas non plus être comme l'a dit Vladimir Poutine, d'ailleurs, justement, victime soi-même de ces sanctions avant les Russes même? C'est une question évidemment très difficile. D'abord, en ce qui nous concerne, nous Français, le président de la République a choisi quand même d'essayer d'imposer le dialogue et continue à parler avec M. Poutine, quelles que soient les circonstances. Donc, il y a ce message-là. De toute façon, il faudra bien que tout ça se termine par un dialogue avec Poutine, parce que c'est notre frontière à l'Est et qu'il nous faut la paix à l'Est. Donc ça, c'est le premier acte un peu pédagogique. Le deuxième point, qui est quand même très, très compliqué, en effet, c'est que l'opinion publique a une réaction très émotive sur ces sujets. Et donc, il faut naturellement s'appuyer sur cette émotion qui nous permet sans doute aussi de faire accepter un certain nombre de sacrifices de guerre à notre opinion publique, mais aussi qui nous pose un certain nombre de problèmes, parce que l'émotion n'est pas toujours la meilleure règle de conduite en matière de politique internationale. Par exemple, les Français, vous leur demandez, est-ce que Renault doit garder son usine en Russie? Ils vous répondent, non, Renault a investi 3 milliards.
et 3 milliards qui vont être perdus. Si ça se trouve, ça va être repris par des Chinois. Et donc, là, on part et on laisse un outil considérable. Et finalement, résultat des courses, serons-nous gagnants et aurons-nous servi la situation? Est-ce que vraiment Poutine est mécontent du départ de Renault? Reste à savoir. Donc, je veux dire, il faut faire attention à l'émotion dans ces questions. On a besoin de l'émotion pour avoir de la solidarité, mais la politique étrangère ne se fait pas avec l'émotion, parce qu'il faut penser les intérêts d'aujourd'hui, mais aussi les intérêts de demain. Et donc, c'est là où, en effet, avec l'opinion publique, les choses sont très importantes. Disons que, sur le plan français, ce qui nous a aidés dans cette période récente, ça a été une campagne présidentielle qui, donne une certaine légitimité au président, parce qu'il est globalement bien élu avec 58%. Il a des législatives qui s'annoncent pas mal, et donc il a une certaine puissance politique de début de mandat, parce qu'en France, ça s'effrite assez vite. Hein. Donc il faut faire en sorte que... Donc dans cette circonstance-là, le président peut avoir un dialogue avec l'opinion publique. On a pris en pleine campagne électorale des mesures sur le pouvoir d'achat, sur les questions d'énergie. Donc l'opinion est à peu près préparée. Mais évidemment, il y a une question de durée. Et là, l'opinion peut se lasser de l'effort. Oui, c'est normal, vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron, donc vous êtes ça très optimiste. Ça ne nous a pas échappé. Vous êtes très optimiste, mais Philippe Ball, aujourd'hui, les sondages donnent justement le mouvement, la gauche, l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon devant les forces d'Emmanuel Macron. Est-ce que il y a aussi une composante aujourd'hui de la guerre en Ukraine qui peut jouer dans le fait que ça soit à gauche ou même à droite, hein, on n'oublie pas que Marine Le Pen a fait 42% au deuxième tour. Est-ce que ça joue, la guerre en Ukraine, dans cette montée des extrêmes aujourd'hui en France? Alors, il y a deux choses. D'abord, sur la guerre en Ukraine, il y a la façon dont certains citoyens s'informent. Ils ne s'informent pas tant en lisant la presse ou en écoutant les médias traditionnels, télévision, matinale, radio, qu'en surfant sur Internet et en allant dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donnent une vision complètement biaisée de la situation, c'est de la propagande et si vous voulez dans la réalité virtuelle que véhiculent les réseaux sociaux, la réalité est tombée du train et il reste plus que la virtualité. Hein. Bon, donc c'est un vrai problème d'information déjà. Quant au score dans les sondages, au score prévu par le NUPES, la nouvelle incroyable et assez surréaliste union de la gauche. Il y a quelque chose d'un peu biaisé parce que Mélenchon, il fait des très gros scores dans des zones à forte densité. C'est-à-dire que en réalité, ça fait pas beaucoup de sièges, ça fait beaucoup moins de sièges. Mais en revanche, ça fait beaucoup de voix. Donc, sa victoire, elle sera pas au deuxième tour, elle sera au premier tour. Et après le premier tour, il va dire, voyez, j'ai plus de voix que la majorité présidentielle, ce qui va lui permettre de parler encore plus fort que d'habitude, déjà qu'il parle assez fort. Et ça va permettre de semer pas mal de perturbations. Mais au deuxième tour, effectivement, il se retrouvera, je ne sais pas, moi, on ne peut pas faire de prévision, mais enfin entre 50 et 100 députés, mais il n'aura certainement pas une majorité à la Chambre. Néanmoins, on oublie le pouvoir d'achat aujourd'hui des Français joue dans cette élection. Et que ces deux leaders, on parlait évidemment de pouvoir d'achat, ils ont été très, très ambigus. Moi, je trouve même, enfin, pour employer un mot correct, disons ambigu, sur l'impact des sanctions à la Russie, en disant oui, c'est pas normal que les Français payent. Ben si, il est normal que les Français payent pour la paix en Europe. Même il faut faire des sacrifices et au contraire, un discours politique responsable serait de dire aux Français, vous voyez, c'est notre effort de guerre. Nos maisons sont pas détruites, on peut encore aller en liberté dans les rues en sécurité, mais ça a un prix. Et ce prix, c'est la paix pour nous et pour nos enfants. Donc voilà, la situation est telle que le Front National et la France Insoumise, qui avaient beaucoup de sympathie pour Poutine et qui ont été très très tolérants avec des régimes difficilement qualifiables, n'ont pas été énormément sanctionnés par une partie de l'opinion. Mais il faut voir les zones géographiques. Il y a la Seine-Saint-Denis, il y a certaines banlieues, et certains territoires ruraux.
ça veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi que le discours, l'information, le discours démocratique et une information vérifiée, à peu près sûre, ne pénètre pas suffisamment, ne pénètre plus suffisamment dans ces territoires où il y a un problème politique, social et culturel. Alors, Micheline Calmiret, je ne peux pas m'empêcher de vous demander ce que vous, la femme socialiste, pense de cette alliance du Parti socialiste non, avec mais moi, les forces de Mélenchon en la France. politique française reste française. Moi, C'est pour une bonne répondre à idée votre des question sur les socialistes de sanctions. s'associer à Non, mais pour Jean-Luc répondre à Mélenchon. votre question sur les sanctions, ce qu'on voit apparaître aussi, c'est que ces sanctions que la Suisse a décidées, je veux dire, on a repris une partie des sanctions de l'Union européenne pour éviter qu'elles puissent être contournées par la Suisse. Et ce qu'on voit, c'est que ça a un effet sur les gens, dans la mesure où effectivement les prix augmentent, le prix du pain augmente, le prix de l'essence augmente, et l'inflation est là peut-être moins forte que dans la zone euro, mais elle existe aussi. Les taux hypothécaires montent très rapidement, et les gens qui se sont endettés pour acheter un appartement ou une maison vont souffrir probablement. Donc ce qu'on voit, c'est que ça a un effet sur les gens. Si la guerre dure, je pense que c'est la montée des mouvements sociaux et des mouvements populistes va s'aggraver parce qu'elle existe déjà. Non seulement les sanctions ont un effet sur les gens, mais elles ont un effet sur les États. Regardez par exemple les bons résultats qui ont été faits par Vučić en Serbie et par Orbán en Hongrie. Parce que ces personnages sont des sympathisants du président russe et leur discours dans la campagne électorale, qui s'est faite à peu près au même moment que la campagne électorale en France, leur discours, ça a été de dire à leur population écoutez, vous risquez rien. Nous sommes sympathisants de la Russie. Nous ne risquons pas des ruptures d'approvisionnement. Vous ne risquez pas d'avoir froid l'hiver prochain. Et les augmentations de prix ne vont pas être là puisque nous allons pouvoir être approvisionnés correctement. Donc, à la fois Vučić et Orbán ont fait des scores importants. Marine Le Pen a fait des scores importants en France. Donc, ça veut dire que plus la guerre dure, plus il y a risque que cet effet des sanctions sur nous se fasse sentir, pas seulement sur la Fédération de Russie ou sur les oligarques, mais sur nous, sur nos populations. Et puis pour la Suisse, alors on voit déjà l'effet sur le pays dans la mesure où la Suisse a été fortement critiquée sur l'application des sanctions concernant les avoirs des oligarques russes placés en Suisse. On a eu de fortes critiques venant des États-Unis sur l'application des sanctions. Et ça, je veux dire que ça génère un sentiment de réaction populiste en Suisse. Alors même que je pense que les banques font correctement leur travail et qu'elles n'ont aucun intérêt à avoir des problèmes réputationnels si elles ne faisaient pas... Il faut dire que cet argent des oligarques... et ça, je pense que M. Raffarin, vous serez capable de le confirmer, ça veut dire que c'est extrêmement difficile à trouver les ayants droit. Ce n'est pas des gens qui mettent leur argent tranquillement sur un compte de l'UBS en attendant des intérêts potentiels probables, ou peut-être pas. Mais c'est des gens qui font circuler leur argent. Ce sont des cosmopolites, ils font circuler leur argent par des paradis fiscaux qui ne sont par ailleurs pas la Suisse en l'occurrence, mais d'autres... peut-être même aux États-Unis. Et donc, c'est extrêmement difficile de retrouver les ayants droit de cet argent. La Suisse s'en occupe, elle fait les choses sérieusement comme à son habitude. Mais ces critiques portées sur la manière d'appliquer, de mettre en œuvre les sanctions n'aident pas à convaincre les opinions publiques qu'il va falloir se préparer à une guerre qui risque de durer et se mettre dans la situation d'être des États qui sont dans une situation difficile et incertaine. Jean-Pierre Raffarin, justement, quelle vision avez-vous de la Suisse? Elle est complice de Poutine ou bien au contraire elle fait tout juste aujourd'hui? Je me prononce sur la Suisse, tout comme la présidente ne pas se prononcer sur la France et le Parti socialiste. Quelques petits points. Philippe Val a tout à fait raison de dire, quand on voit les sondages sur les circonscriptions, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous savez, il y a 577 députés, il faut 280 pour être majoritaire. Les socialistes, les écologistes se sont partagés 200 circonscriptions. Dans le meilleur des cas, ils sont assez loin de toute façon de la barre. Donc je crois qu'autant il y a eu une poussée assez forte électorale parce que quantitativement, en effet, dans les zones à forte démographie, ils ont de meilleurs résultats, mais les circonscriptions, c'est
territoire par territoire. Donc ça, je pense qu'il y a assez peu de soucis pour le président Macron. D'autre part, je crois que dans notre pays, pour ce qui est de la crise, au fond, les grandes agitations viennent souvent des périodes un peu de confort, des périodes de croissance. On a vu beaucoup de difficultés sociales dans les périodes de croissance, parce qu'il faut partager aujourd'hui les fruits de la croissance. Et là, on a des poussées syndicales, on a des poussées très fortes. Aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont vu avec le quoi qu'il en coûte chez nous, on s'est beaucoup endetté pour défendre les petits commerçants, pour qu'ils ne ferment pas. Et les gens ne vont pas confier cette situation extrêmement fragile à des gens qui sont assez provocateurs. Mélenchon, il a fait une campagne de provocation. Il n'a pas fait une campagne de gestion. Mais quoi qu'il en soit, il y a 50% quand même, il y a 50%, enfin estimé plus ou moins 50% de la population qui a voté soit pour des forces d'extrême droite, soit pour des forces radicales à gauche. D'abord, vous ne les mélangerez pas facilement, les deux. Et puis d'autre part, on en fait quoi, et d'autre part, vous avez des gens qui vont se trouver dans des situations de grande inquiétude. Et vous savez, les grandes périodes où 68 en France, c'est une période de richesse, c'est une période de croissance. Et c'est là où on se bagarre parce qu'on veut partager. Mais quand la France a peur, elle fait plutôt confiance à un certain nombre de gens qui apparaissent sérieux. Et dans cette affaire-là, les grands partis de gouvernement, l'UMP fragilisé, les socialistes en voie de disparition, les deux extrêmes ne sont pas des gens qui apparaissent raisonnables, ils apparaissent provocateurs. Donc, pour challenger Macron, ils étaient des bons réceptacles. Pour gérer les finances publiques du pays, c'est moins sûr. Alors, je voudrais dire aussi que ce qui me paraît très important aujourd'hui, et notamment dans le rôle que peut avoir la Suisse, c'est qu'au fond, il faut montrer quand même qu'il y a ici une sorte d'écosystème qui est l'écosystème diplomatique de véritable sagesse multilatérale. Et moi, je suis très sensible à ça, parce que je connais bien New York, je vais régulièrement avec mon association Leader pour la paix à New York. À New York, on sent les pesanteurs des grands, on sent qu'on est ou pour les États-Unis ou contre les États-Unis. Ici, il y a une certaine forme de liberté, il y a une certaine forme d'égalité entre les différents acteurs, et puis il y a un militantisme. Les gens sont engagés, ils sont engagés pour les réfugiés, ils sont engagés pour les droits de l'homme, ils sont engagés pour beaucoup de choses. Donc il y a un climat quand même qui est un climat multilatéral et un climat de dialogue. Et ça, ici, on n'aime pas beaucoup rejeter les gens à l'extérieur de la table. À Genève, hein, peut-être à Genève, voilà. Donc la Genève et en Suisse en général, voilà, je veux dire, il faut quand même alors, il y a des différences, d'acceptation notamment des étrangers suivant les endroits. Et donc, pour une organisation comme la nôtre, ici, on monte une école de la paix. On est en train d'essayer de faire une doctrine un peu d'une pensée de la paix. La paix, ça ne tombe pas du ciel. La paix, c'est un travail. Il y a des écoles de guerre, il n'y a pas d'école de paix vraiment. Il y a une formation à la paix, mais il n'y a pas vraiment de travail sur la paix. Donc nous pensons vraiment qu'avec l'Université de Genève, mais avec des associations, avec des ONG, on doit faire ce corps de doctrine qu'il faut mettre un peu dans la tête de la société civile. C'est bien beau d'ouvrir à la société civile, mais si la société civile n'a pas une forme d'éducation à ces choses-là, les manipulateurs, les populistes prennent vite la possession du sujet. Donc, au fur et à mesure qu'on ouvre à la société civile, il faut aussi faire un effort d'accès à l'éducation, d'accès à la maturité civilisationnelle et notamment à cette culture de la paix. Et donc, je pense vraiment que la Suisse a une position qui est aujourd'hui assez stratégique parce que c'est un lieu où tout le monde peut se retrouver, dont on connaît le qualificatif neutre, mais dont on connaît aussi le qualificatif engagé, parce que un peu militant. Militant pour la démocratie. Militant pour la paix. Militant pour la paix. On sent que ça bouge. La Suisse n'est pas un peuple de spectateurs. Hein, la neutralité, c'est le grand débat, justement. Le débat là-dessus. C'est quoi la neutralité suisse aujourd'hui ? Parce que vous faites état de l'écosystème qui existe ici. Mais la neutralité, c'est une composante essentielle de cet écosystème, dans la mesure où le cœur de la neutralité, c'est le renoncement à la force militaire pour régler les problèmes. Et par conséquent, ce renoncement qui a une grande tradition en Suisse et qui est très ancré dans notre identité, fait que nous recherchons toujours le dialogue. Et la neutralité, aujourd'hui, par rapport à la guerre en Ukraine, la Suisse applique le droit de la neutralité. Elle n'envoie pas d'armes à l'Ukraine,
ni d'ailleurs à la Fédération de Russie. Mais le devrait-elle, hein, justement, aujourd'hui ou pas, hein. Il y a la neutralité patron basée sur le droit centre international public et le renoncement qui demande à la au force contraire à militaire. participer davantage. Le patron du centre, Gerhard Pfister, aujourd'hui, justement, engage la Suisse à davantage participer militairement. Deuxième question, la neutralité, elle nous dit quoi par rapport aux avoirs russes, justement? Elle nous dit la neutralité, d'accepter, de moins accepter? Attendez, là, il faut clarifier les choses. La neutralité, c'est le renoncement à la force militaire et le renoncement à participer à un conflit interétatique, ce qui est le cas de la guerre en Ukraine. Donc la Suisse applique le droit de la neutralité aujourd'hui. Elle ne transfère pas, ne donne pas d'armes à aucune des parties belligérantes. Elle interdit le survol de son espace aérien aux avions militaires. Elle n'a pas de base militaire sur son territoire et elle n'accepterait pas la traversée de son territoire par des armées de l'OTAN ou de la Fédération de Russie. Elle applique le droit de la neutralité. Les sanctions ne sont pas parties du droit de la neutralité qui sont fixées. Le droit de la neutralité est fixé dans les conventions de La Haye. C'est quelque chose qui existe, c'est un corpus qui existe et auquel nous nous conformons. Les sanctions ne font pas partie du droit de la neutralité. Les sanctions économiques, la Suisse les applique depuis des décennies. On a l'air de se souvenir aujourd'hui tout d'un coup que la Suisse applique des sanctions. La Suisse applique des sanctions depuis les années 90, depuis 1990, c'est-à-dire du siècle dernier, où on a pour la première fois appliqué des sanctions lors de la guerre irakienne. Donc, OK, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et les sanctions économiques ne sont pas des actes de guerre, dans la mesure où les sanctions économiques visent à faire pression sur un gouvernement pour qu'il change sa politique. En l'occurrence, la Fédération de Russie. Oui, mais on va vous dire, c'est dicté par un gouvernement, en l'occurrence les Américains ou l'Europe. Non, la Suisse, c'est ce qu'on va vous répondre en Suisse. Les sanctions, les sanctions ne sont pas forcément dictées par les Américains. Les sanctions font partie du corpus de mesures que peuvent prendre les Nations Unies en fonction de la Charte des Nations Unies. Là, la Suisse, comme membre des Nations Unies, est obligée de les reprendre. Voilà. En ce qui concerne les sanctions européennes ou d'autres sanctions, la Suisse est libre de les reprendre, de les transférer. Elle ne les reprend pas telles quelles. Elle les transfère dans son droit et elle les met en œuvre ensuite. C'est ce qui se passe aujourd'hui et ça n'a rien à voir avec la neutralité. C'est quelque chose qui a pour objectif précisément de trouver un chemin vers la paix. C'est quelque chose qui a pour but de faire influence sur le gouvernement, en l'occurrence la Fédération de Russie, pour qu'elle change sa politique et qu'elle mette fin à la guerre. C'est l'espoir qu'on a tous. Ce n'est pas un acte de guerre militaire au sens du droit de la neutralité. Donc la Suisse applique la neutralité et elle met en œuvre les sanctions tout à fait correctement, ce que j'appelle une neutralité active. C'est vrai que la neutralité a pris différents visages au fil des temps. On a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale une neutralité dite absolue, intégrale. Aujourd'hui, on parle de neutralité active. Moi, je pense que la neutralité, ça n'est pas de l'indifférence, pas du tout. Je pense qu'il y a une conviction intéressante qui est celle au fond, derrière tout ça, c'est la course aux armements, c'est l'aspect militaire. Oui. Je pense que c'est quand même très important. Et se trouver ici à Genève, dans ce contexte-là, moi, à titre personnel, mais je suis quand même très inquiet sur cette course aux armements. Quand vous voyez... Qu'est-ce qu'on va faire après ? Les États-Unis, c'est un tiers du budget mondial de la défense. La Chine, c'est un tiers du budget des États-Unis. La course, on veut tous être à 2%. Quand vous voyez les efforts qu'il faut faire pour l'éducation, les efforts qu'il faut faire là, pour aider les gens en matière de ça, quand on voit nos efforts militaires, et au fond, les armes créent la guerre. Hein. Il ne faut pas se faire des illusions. Et l'augmentation des budgets militaires peut-être au détriment d'autres. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit faire dans les pays d'Europe aujourd'hui ? Parce que c'est décidé comme ça. L'Allemagne, Jean-Pierre Raffarin, justement, on est dans cette course aux armements aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire, à commencer par l'Europe, par rapport à cette menace que peut-être on auto-alimente ? Au fond, c'est forcément par un acte multilatéral qu'on peut ensemble baisser les budgets. On ne va pas baisser les budgets les uns tout seuls par décision unilatérale, parce que par définition, c'est par rapport aux autres. Mais quand je vois les problèmes sociaux, les problèmes éducationnels, les problèmes technologiques, environnementaux qu'il nous faut aujourd'hui, quand je vois les budgets de l'armement qui sont aujourd'hui
enclenchée. Et quand je vois naturellement que les grandes puissances sont toujours plus ou moins liées à des dispositifs d'intervention, je vois derrière quand même un président comme le président Giscard d'Estaing disait quand même le rôle de l'industrie de l'armement aux États-Unis pèse un poids politique pathologique. Donc il faut quand même avoir ces réalités-là et que toutes ces armes, elles sont destinées à servir à un moment ou à un autre. Et donc tout ça, c'est des richesses que nous consacrons à des choses qui sont non seulement meurtrières, mais qui ne sont pas le changement climatique, qui ne sont pas des choses qui peuvent aussi qui existent et qui sont un risque Et donc, pour tout le monde. je pense que cette conscience-là, mais cette conscience, elle ne peut avancer que par le multilatéral. Elle peut avancer que par autour de la table, parce que on recule tous ensemble. Et donc, si on veut de la sécurité, il faut s'interdire certaines formes d'armes, il faut s'interdire certains types de pratiques. Et donc, c'est forcément par un code multilatéral et pas seulement par des règles continentales. C'est là où on voit que la question de l'armement, elle est très intéressante. Autant sur le numérique, vous pouvez vous dire, on peut avoir une taxe européenne, on peut avoir une taxe chinoise, bon, sur un certain nombre de sujets. Mais sur l'armement, vous ne ferez bouger les choses que si les Chinois bougent. Or, la réalité des choses aujourd'hui va dans le sens inverse. Dans le sens inverse, les voilà. États-Unis sont sortis des traités. Voilà. Donc, attendez, il y a Philippe Val qui voudrait intervenir. Course aux armements. Pardon. Philippe, on a tort aujourd'hui de suivre cette voie. On a tort. Dans l'état actuel des choses, non, puisqu'il y a la guerre en Ukraine et que les accords SALT, enfin les accords de désarmement, qui étaient une chose formidable, une avancée diplomatique incroyable, presque une nouveauté. De la même façon que l'Europe a été une nouveauté, la construction européenne, parce que c'était des abandons de souveraineté sans guerre. Et ces accords SALT étaient formidables parce que c'était des diminution de l'armement sans se battre. Mais il suffit pour cela qu'un seul des joueurs ne joue plus le jeu pour que tout ça soit balayé. Et ça dépend. Vous voyez, c'est pas un vote démocratique où la majorité gagne. C'est chacun a un droit de veto sur le processus. Il suffit que le Chinois soit plus d'accord pour que tout vole en éclats, ou le Russe. Et c'est ce qui s'est produit, en l'occurrence. La Russie est sortie de ces accords, et nous voilà maintenant dans cette situation. Je voudrais revenir sur la question de la paix et de la fondation de M. Raffarin. Il a 1000 fois raison, puisque la guerre est une chose naturelle. Tandis que la paix est culturelle. La paix s'apprend. La paix, ce sont des règles. Et c'est une culture complexe. Les gens pensent que c'est le contraire. Ils pensent qu'aujourd'hui, parce que la guerre est lointaine chez nous, sur notre territoire, la guerre, d'ailleurs la mémoire de la guerre, a servi de surmoi pendant à peu près 2 générations après la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant que les gens qui l'ont connue de leur vivant sont morts, cette mémoire est en train de devenir évanescente, de s'effriter, de devenir quelque chose d'abstrait, de théorique, de romanesque, mais de pas réel du tout. Et c'est la raison pour laquelle il faut évidemment travailler avec énormément d'attention pour diffuser une culture de la paix. La culture de la paix, ça n'est pas rien. Et chaque pays démocratique aujourd'hui est sommé de faire ce travail qui n'est pas qu'un travail de mémoire, mais qui est un travail de créativité des institutions qui rendent la paix pérenne. Faire preuve de créativité, on va devoir conclure. Malheureusement, ça sera notre mot de conclusion. Un petit mot de conclusion, oui. C'est en ça que la neutralité est intéressante, dans la mesure où elle conduit à une culture de la paix. La neutralité, c'est le renoncement à la force militaire. Oui. C'est le renoncement à la force pour régler les différends. Alors, et par conséquent, ça amène à faire des efforts en matière de dialogue inclusif, en matière de chemin pour la paix, de médiation et d'efforts dans ce sens. Et moi, j'ai félicité... On doit conclure, Micheline Calmiret. Oui, non, mais je veux féliciter M. Raffarin et sa fondation d'être sur la Suisse et la neutralité qui, finalement, est peut-être... Encore un modèle en matière de paix, c'est à voir. Donc, on remercie nos invités, Jean-Pierre Raffarin, Micheline Calmiret et Philippe Val, ici présents. Le point sur les grands équilibres du monde, largement remis en question aujourd'hui, notamment à travers la guerre en Ukraine. Eh bien, c'est fini. Dimanche prochain, on se retrouvera de nouveau autour un peu de la Suisse. Une émission très égocentrée autour de notre Suisse qui fait toujours tellement mieux que tout le monde. En tout cas, jamais comme tout le monde. Est-ce bien vrai ? Aujourd'hui encore, on en discutera avec Peter Brabeck, Vincent Cuchot, Mireille Zaki et François Garçon. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite une très bonne soirée, une excellente semaine à vous toutes et tous sur les Monts Bleus.